ce qu'on appelle la lutte contre les stupes est une illusion totale. On ne peut pas lutter judiciairement contre ou le trafic ou la consommation de produits stupéfiants. Le trafic est là pour compenser l'absence d'investissement de l'État. On ne lutte pas contre ça. Et on ne lutte pas contre ça parce que, un, on n'en a pas les moyens, et deux, finalement, quelque part, ça nous arrange. Cette manne financière qui est colossale en argent, en cash, permet d'être réinvesti partout dans une économie parallèle, dans les produits de luxe, y compris dans les élections. Il y a des villes où on ne peut pas être élu si on n'a pas le soutien des caïds. Et Macron nous fait des discours en disant qu'il en a ras-le-bol de voir des petits bourgeois acheter des barrettes de shit. Alors là, il m'épate. Là, il m'épate. Il en a ras-le-bol. Ah, c'est bien. Par contre, le sénateur qui est de son parti ou le député qui est de son parti, qui se fait choper, qui se fait toper parce qu'il sniffe de la coke ou qu'il a essayé de droguer une assistante parlementaire, non, ça ne doit pas. Il en a pas ras-le-bol, quoi. Moi, j'aurais aimé, c'est un vœu pieux que je fais, hein. Vous pouvez l'enregistrer, j'assume, c'est qu'il y ait une opération XXL à l'Assemblée nationale. Et je rêverais de voir des chiens renifleurs dans les travées de l'Assemblée nationale. Ça aurait de la gueule, non? Hein, en train de renifler dans les banquettes pour aller chercher du shit ou de la coke. Moi, je fais juste un bilan d'une société qui s'effondre, et qui s'effondre parce qu'on a à la tête de notre pays des guignols, tout simplement, des gens d'une incompétence crasse. Bonjour Jean-Pierre Colombiès, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview pour NTD L'Actu. Donc vous êtes ancien commandant de police, vous avez travaillé dans la brigade des stupes à Paris entre 1985 et 1990 et à Marseille entre 1993 et 1998. Et avant qu'on parle ensemble de la loi narcotrafic, qui est le sujet de cet entretien, j'aimerais que vous reveniez sur quelque chose que vous avez déclaré en interview. Vous avez dit que l'environnement de la brigade des stupes était un monde à part et une expérience que vous déconseilleriez aux nouveaux policiers. Est-ce que vous pouvez expliquer ces propos? Oh ben c'est très simplement pour des raisons objectives, que moi j'estime objectives et matérielles, c'est-à-dire que si on entre dans une brigade comme celle-ci, comme la brigade des stupes, il faut savoir que vous devez sacrifier bon nombre de choses. Sacrifier d'abord un rythme horaire normal, vous entrez dans un cercle de vie professionnelle qui est absolument hors norme. Or, ça, il faut l'accepter, et en tout cas, s'y préparer. Si on n'a pas compris ça, il ne faut pas y aller. C'est fondamentalement ce genre de choses que je vais expliquer d'un point de vue purement administratif, hein, pour le coup. Après, d'un point de vue beaucoup plus large, en prenant encore plus de recul, c'est surtout qu'on s'engage dans quelque chose qui est totalement vain. Ce que je veux dire par là, c'est que des brigades des stupes, ce qu'on appelle la lutte contre les stupes est une illusion totale. On ne peut pas lutter judiciairement contre ou le trafic ou la consommation de produits stupéfiants. Je m'explique. Nous vivons dans un monde qui s'est de plus en plus libéralisé. Parce que tout le monde a voulu que le libre-échange permette justement de vendre, d'acheter au niveau international des biens de consommation, quels qu'ils soient. La conséquence a été l'effondrement de toutes les barrières, qu'elles soient douanières ou du moins géographiques. Barrières légales et barrières géographiques. L'idée, elle est d'avoir un monde oui, d'échange absolu, total. Tant pour les biens que pour les individus. La conséquence, c'est qu'on contrôle de moins en moins ces transferts de personnes et de richesses. Moi, j'en veux pour preuve qu'il suffit de vous rendre, si vous en avez l'occasion, au port du Havre, de Rotterdam, de Marseille. Vous allez voir des milliers et des milliers de conteneurs qui sont déversés par des paquebots, des bateaux gigantesques. Et vous imaginez bien qu'il n'y a aucun moyen de contrôler chacun de ces conteneurs. Et puis, on a vu également en parallèle l'abandon à tous les niveaux, dans la plupart des pays occidentaux ou autres, du régalien. Et particulièrement en France, où on avait cette culture du régalien depuis la Révolution française, l'État devait tout contrôler. Et on a complètement, chronologiquement, méthodiquement, affaibli le système de contrôle en interne. Comment? Tout simplement en réduisant les personnels dédiés à la lutte de quelque trafic que ce soit. Tous les organes de contrôle ont été affaiblis, en alourdissant les procédures et en appauvrissant purement et simplement toutes les institutions qui étaient dédiées initialement à la lutte contre les trafics. Donc on ne peut pas à la fois avoir
un discours, enfin si on peut l'avoir, puisque les politiques français nous en font la démonstration quotidiennement, un discours très velléitaire, très, je dirais, d'affichage, hein, on bombe le torse, on dit qu'on maîtrise tout, qu'on lutte contre le trafic, et puis dans le même temps, réduire le nombre de fonctionnaires, alourdir la procédure, limiter le nombre de places de prison, et en fait c'est vraiment faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc il y a à la fois un contexte international qui se libéralise totalement et une volonté inapplicable de lutter contre un phénomène dont on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas les moyens d'endiguer. Se rajoute à ça un mal-être total de la plupart des sociétés. Et quand je dis des sociétés, là encore, j'internationalise le débat. La société française va mal, là j'invente rien, je ne pense pas que je découvre la pierre philosophale. Mais ce mal-être, il est international. Les individus de cette planète ont du mal à se positionner, on veut casser les nationalismes, justement au nom de cet ultralibéralisme qui veut gommer les identités nationales. Donc il y a un mal-être profond, ce qui explique la surconsommation à la fois de produits, de médicaments, on va dire, pour faire de psychotropes, et la consommation de produits stupéfiants. C'est pour compenser ce mal-être. Or, vouloir régler tout ça par une action judiciaire, uniquement judiciaire, ça n'a juste pas de sens. Donc pour parler de cette loi narcotrafic, donc le 13 janvier, donc mardi, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a adressé un bilan d'étape devant le Sénat. Et donc, dans lequel il a déclaré le texte de loi, même s'il n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le trafic des stupes, constitue une couche supplémentaire qui nous est apportée, qui est extrêmement utile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Il y a l'idée de saturer le terrain en utilisant des leviers administratifs, freiner l'action des réseaux de narcotiques. On a la création d'un parquet national anticriminalité, des prérogatives élargies pour les préfets qui pourront expulser des logements abritant un trafic et des commerces de façade. Alors, même si cette loi est insuffisante, est-ce que ce n'est pas un premier pas qui va dans la bonne direction selon vous? Non. Non. Comme je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, on va enfoncer le clou. Non, mais parce que tout simplement, c'est vraiment regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. Quelles que soient les politiques sécuritaires qui sont annoncées, et si on parle de la loi narcotrafic, dont l'articulation n'est pas mauvaise, elle est même intéressante. Quand on lit les articles, on se dit, tiens, il y a une vraie volonté peut-être, je dirais, de donner les moyens à l'État d'aller traquer les trafiquants et de juguler le trafic. Sauf que, premièrement, cette loi n'est pas appliquée. Il manque beaucoup de décrets d'application. Ça, je parle juste d'un point de vue légal et matériel. Et même si des décrets d'application sortaient, il faudrait des circulaires d'application au niveau des services. Donc, c'est pas gagné. Donc, il y a l'intention, il y a le discours, il y a la forme du discours, et il y a la réalité du terrain, et il y a un monde entre les deux. Mais avoir la prétention de lutter contre le trafic, et donc contre la consommation de stupéfiants uniquement par un discours guerrier n'a ni queue ni tête. Et il n'y a que les simples d'esprit qui s'imaginent ou qui font croire à l'opinion publique, aux populations concernées, que ce sont avec des opérations XXL, des envois spontanés, sporadiques et très temporaires de CRS qu'on réglera quoi que ce soit. On ne fait que de l'affichage en la matière. C'est de l'affichage médiatique. Je vous renvoie à des auteurs très connus, comme Hannah Arendt, qui a développé le thème de façon beaucoup plus philosophique que moi, d'autres auteurs comme Victor Klemperer sur la méthodologie sémantique et rhétorique des gouvernants qui tiennent des populations. Il y en a encore beaucoup d'autres qui ont expliqué comment on pouvait manipuler et tenir une population par la peur ou par la contrainte. Mais quand la contrainte... Pour exercer la contrainte, il faut des moyens logistiques et physiques. Quand vous ne les avez pas, eh bien, vous remplacez cette absence d'individus par les médias. Et là, vous arrivez à des résultats qui sont confondants. En traumatisant une population, en lui faisant peur de l'autre, en opposant les individus les uns aux autres, ou en les mettant à distance, soit par les fameuses distanciations sociales ou par le masque, vous créez une société qui va petit à petit tomber dans une forme de dépression. Et cette dépression, soit elle se matérialise, ou du moins plutôt elle se poursuit devant des médecins, des psychologues ou des psychiatres, soit par la consommation de stupéfiants.
Donc tous les dispositifs légaux qu'on peut mettre en place seront nécessairement à terme insuffisants face à quelque chose qui nous dépasse. Je dirais que quand on annonce par exemple, Laurent Nunez, Darmanin l'a fait avant lui, Retailleau aussi, annonce des chiffres. Ça c'est la politique du chiffre et de la méthodologie d'affichage des chiffres. Ils sont nécessairement bons. Avez-vous jamais entendu parler d'un ministre qui ait été mauvais? Est-ce que vous avez déjà vu un ministre prendre la parole et dire « Mesdames et messieurs, nos concitoyens, chers concitoyens, j'ai échoué ». Jamais. Au contraire, vous allez les entendre dire nous avons mené une politique très, très agressive, très volontariste à l'égard des trafics. Nous avons fait tant d'opérations XXL, arrêté tant de trafiquants, de petites mains, saisi tant de quantités de stupéfiants, tant de numéraires. Une fois qu'on a entendu ça, on s'est dit alors c'est réglé, tout va bien. Alors qu'en fait, ça n'est que de la communication. Parce que ça dépasse totalement les moyens de l'État de lutter contre ça. Ce sont des équilibres financiers qui se jouent à l'international. Ce que rapportent les trafics, tous, ça représente des milliards et des milliards, soit de dollars, soit d'euros, soit de quelque monnaie que ce soit, suivant le pays où ça se produit. Et lorsqu'on voit Trump qui va enlever Maduro au prétexte qu'il dirige un narco-État, alors je me pose une question. Et si on faisait pareil au niveau de tous les États qui produisent des stupéfiants? Si on veut être plus précis, pourquoi on n'enlève pas le roi du Maroc? Je sais pas, c'est le premier producteur de cannabis. On pourrait très bien penser que c'est un narco-État et qu'à partir de ce moment-là, on serait légitimé à l'enlever. Pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on ne réintervient pas en Afghanistan, qui est un des premiers producteurs de pavot? Pourquoi on n'intervient pas en Asie, par exemple, où on produit aussi du pavot? Puis alors, on a arrêté Maduro, mais on peut en arrêter beaucoup d'autres. Hein. Et puis, pourquoi on n'arrêterait pas Trump, le premier? Tout simplement parce que ces réseaux de trafic ont intéressé, y compris les gouvernements américains. Si on réembobine le film des trafics de produits stupéfiants, notamment de cocaïne ou tout simplement de morphine, il faut se rappeler, il faut savoir, il faut prendre en compte que ça a été fait à l'origine, au départ, à la demande des gouvernements américains. Donc vouloir laver plus blanc que blanc, c'est bien gentil, mais pour ça, il faut être soi-même d'une intégrité supérieure, et ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je suis très négatif et très pessimiste quand on évoque les sujets sur le narcotrafic ou les lois qui pourraient en découler. C'est parce que je sais professionnellement que nous n'en avons tout simplement pas les moyens. Entre 2022 et 2023, il y a une augmentation de 83% de la consommation de cocaïne en France. Donc, d'après vous, c'est lié à un climat anxiogène, peut-être lié au discours de sidération? Il y a ça, il y a ça. Alors, il faut savoir aussi que la Colombie, par exemple, a augmenté sa production de 300%. Ben oui, ce sont des commerçants, c'est des businessmen. Ils s'adaptent à la demande. Il y a aussi, je parlais d'une forme de dépression du moral de certaines populations, mais il y a aussi cette culture, et là je raccroche encore ça au train de l'ultralibéralisme, ce culte de l'individualisme, de la performance. Il faut tenir, il faut se montrer plus performant que l'autre. Et donc ça crée une obligation à être toujours là, à être toujours présent. On voit, quand on voit certains, alors on ne va pas les citer, mais certaines personnalités qui sont tout le temps à fond, tout le temps performants, on sait très bien que l'individu, l'être humain, il est constitué de chair, de sang, d'eau, enfin bref, il n'est pas inépuisable. Donc cette forme, ou plutôt cette performance permanente, ne peut être maintenue que par l'absorption de produits stimulants, on va dire. On ne va pas dire stupéfiant, parce qu'on va nous taxer là encore de complotisme facile, mais en tout cas de produits stimulants. Ça n'étonne personne que des joueurs de tennis, par exemple, jouent plus de 5 heures un match de niveau international. Et puis, ils terminent encore en bonne condition, quoi. Tout va bien, quoi. Ça n'étonne personne que des pans entiers d'activités, comme notamment le sport. Je suis très attaché à l'évolution, justement, des performances. Pour moi, c'est un symptôme de voir que des garçons, même des filles, font des performances qui sont à la limite de ce que le corps humain peut réaliser. Or, on sait que tout ça n'est possible que parce qu'il y a une recherche de profit. Et donc, il faut être toujours plus performant. Ça a commencé, déjà d'ailleurs, ce que je dis historiquement peut se vérifier lorsque, avant-guerre, déjà, on avait produit des produits comme la pervitine, qui étaient des ultra-stimulants qu'on avait développés au niveau des milieux, je dirais, festifs, mais aussi dans certains secteurs de l'économie, où, là encore, il fallait être plus fort. On sait qu'à la bourse, les petits boursicoteurs, les traders, prenaient de la cocaïne très régulièrement, dans le milieu du showbiz et autres. Enfin bref, c'est pas limitatif. Il y a dans tous les secteurs aujourd'hui des activités, quelles qu'ils soient,
cette recherche de la performance qui est motivée par je dirais un paradigme de société qui a complètement changé. On a oublié le collectif, on fait la promotion de l'individualisme, donc ça passe par le performatif. Et donc de fait, il faut tenir. Et il est anormal de voir même des hommes politiques ou des femmes politiques être toujours sur le devant de la scène. On sait que physiquement, physiologiquement, on ne peut pas être aussi performant sur une durée aussi longue. C'est juste impossible. Donc, quelle est la martingale? On la connaît. Durant l'été 2025, les journaux ont évoqué l'état du narcotrafic en France en utilisant un terme très fort, donc mexicanisation. Des députés notamment se sont inquiétés de voir la France prendre la route d'un narco-État. Et donc mexicanisation, ça veut dire notamment donc une violence qui s'aggrave et de nouveaux phénomènes comme l'accélération de la corruption liée au narcotrafic qui touche donc des agents privés comme des agents publics. Et donc un rapport sénatorial 2024 a notamment évoqué donc, des pêcheurs en Normandie qui sont approchés pour récupérer des livraisons de cocaïne en mer. Certains disent qu'ils hésitent à accepter l'offre qui propose. Ça rapporte. Quand ils se voient proposer des centaines de milliers d'euros. Bien sûr. Vous évoquiez déjà cette corruption du temps où vous étiez donc dans les stupes. Quel regard vous portez sur ce terme de mexicanisation et sur la façon dont tout cela a évolué depuis Ça va votre très loin, passage. le terme mexicanisation, ça va très loin. Ça veut dire que concrètement, on substitue un ordre qui était anciennement considéré comme légitime et normal, qui allait dans le sens de l'intérêt général, on substitue à cet ordre-là l'ordre de la délinquance, l'ordre de la corruption, c'est les valeurs de la corruption ou de la délinquance, et de la délinquance plutôt, il faut les associer tous les deux. Donc c'est un terme qui est très, très fort de sens, et c'est même étonnant que ce soit M. Retailleau qui ait prononcé ces paroles, parce que là où je suis très dur, moi, vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son parti politique, c'est que quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, déjà quand il était ministre de l'Intérieur, qu'il a souhaité, qu'il a obtenu en tant que président la suppression d'un poste sur deux dans la fonction publique, il s'agissait de policiers. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait penser d'un État? Oublions la France. Allez, on ne parle pas de la France, on va dire qu'il y a un État dans lequel on a supprimé des postes de policiers, dans lequel on a alourdi la procédure, on a complexifié le travail des enquêteurs, qu'on les a vraiment écrasés sous la charge d'un travail de plus en plus, je dirais, abétissant, dans un pays où on a supprimé bon nombre, ou du moins qu'on n'a pas augmenté le nombre des magistrats, pays dans lequel on a réduit les capacités d'incarcération, où des députés ou des représentants de l'État consomment des produits stupéfiants et s'en vantent pour certains. Qu'est-ce qu'on penserait de cet État? Et là, on se dit, ah mince, mais là, je suis en train de parler de la France. On se dirait, bah tiens, on parle d'une république bananière qui est située je ne sais trop où, en Amérique du Sud, en Afrique, peut-être. Non, c'est ici que ça se passe. Donc ça veut dire qu'effectivement, venant de lui, d'abord, c'est un constat catastrophique. Ça veut dire que l'État, tel que nous l'avons connu jusqu'à certaines années, s'est effondré, mais qu'il l'assume en plus, puisque il fait partie d'un des courants politiques qui a porté cet affaiblissement. Donc alors, je vais être beaucoup plus large, hein, ils portent tous des responsabilités. Tous les partis politiques de ce pays ont, à un moment donné ou un autre, contribué à cet effondrement, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite. Raison pour laquelle je n'appartiens à aucun parti politique, je ne milite nulle part, parce que justement, je fais partie d'une institution, j'ai fait partie d'une institution qui a été trahie autant par la gauche que par la droite. Et puis, quand on fait un peu le constat concret et matériel de la situation dans laquelle on est, on ne peut pas avoir une autre conclusion que celle qu'il y a effectivement une corruption d'ensemble, une corruption du système, mais des hiérarques, pas de la base, pas simplement de la base. Il y a toujours eu de la corruption, partout. Je ne connais pas un corps de métier où il n'y ait pas tout simplement des pourris, ça n'existe pas. Voilà, la police en fait partie, comme la justice, comme toute personne qui est détentrice à un moment donné d'une parcelle de pouvoir. Donc c'est tentant d'être corrompu, comme c'est tentant de corrompre. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que M. Bruno Retailleau propose une fois qu'il a dit « nous allons vers la mexicanisation » Moi, je n'ai pas entendu de proposition, à part la loi sur le narcotrafic, oui d'accord, mais les policiers sur le terrain, ils sont où? Et pourquoi on supprime des commissariats un peu partout? Pourquoi on monopolise les forces de sécurité, gendarmerie ou police, uniquement pour combattre non pas les trafiquants, mais l'opposition sociale? Dès lors que l'on voit des mouvements sociaux d'ampleur, que ce soit les gilets jaunes ou contre la réforme des retraites ou maintenant contre les agriculteurs, on déploie des blindés, des régiments entiers de gendarmes mobiles. On a du monde, on a des moyens. Par contre, pour s'attaquer
à de véritables réseaux de trafiquants, ben là, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Surtout quand on a réduit le nombre des fonctionnaires qui étaient chargés de lutter contre ça. Est-ce que, bon, alors ce serait peut-être polémique de le formuler comme ça, mais j'ai quand même le terme en tête, donc je vais le dire. Est-ce qu'on pourrait parler de garde prétorienne, peut-être en France, au niveau des forces de police, Hmm. comme peut-être on peut l'avoir au Venezuela? On a eu un bon exemple avec Nicolas Maduro, Hmm. qui était donc lié avec les grands réseaux Hmm. narcotrafic. Est-ce qu'on peut avoir la même chose arriver Bien en sûr. France, simplement? Bah, oui, je confirme, oui. À partir du moment où j'ai assisté aux manifestations des Gilets jaunes, des manifestations contre la réforme de la retraite, il y a clairement une utilisation des forces de l'ordre qui pose problème. Hmm. Et quand vous nommez des préfets ou des ministres incompétents, mais enfin je pense qu'Emmanuel Macron s'est fait une spécialité de nommer au poste ministériel des gens qui étaient diaphanes, au mieux diaphanes, hein, au pire totalement contre-productifs, et que en même temps, dans le même temps, je pense à Castaner notamment, dans le même temps, il nomme un préfet comme Didier Lallemand. On ne peut pas avoir une autre réflexion que celle-là. Pourquoi nommer un monsieur qui se vante d'adorer être détesté, qui dit à une manifestante, Madame, nous ne sommes pas dans le même camp? Ah bon? Pourquoi il y a un camp républicain en tant que préfet de police, on n'est plus dans l'axe républicain. On défend quoi quand on est préfet de police et qu'on a en face de soi une femme d'une soixantaine d'années qui manifeste pour son pouvoir d'achat? On se situe où là? Donc ça pose un vrai problème moral. C'est pour ça que je dis qu'on est face à un problème de société. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème de criminalité. Quand on parle d'effondrement des valeurs, je dirais du régalien dans ce pays, quand on nomme à la fois des gens qui n'auront aucun scrupule à écraser toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur motivation, et que dans le même temps, on est, je dirais, beaucoup plus relax avec le milieu du banditisme et du grand banditisme. Moi, je renvoie à Victor Hugo, hein, au monologue de Ruy Blas, hein, tendre avec les riches, dur avec les pauvres, avec les gueux. Ben, c'est exactement ça. Et on retrouve d'ailleurs dans la rhétorique macroniste la rhétorique de Napoléon III pendant les révolutions de 1848. Déjà à l'époque, le général Lespinasse parlait d'être bon avec les bons et méchant avec les méchants. Puis on est dans ce côté binaire où il y a d'un côté les gens qui détiennent la vérité, puis les autres. Ah, les autres, on les écrase. Et oui, ça peut faire apparenter la police à une forme de milice prétorienne dont la vocation aujourd'hui devient essentiellement la protection du pouvoir et pas de l'intérêt général. Durant les émeutes de 2024, donc des policiers ont témoigné sur le fait que les trafiquants avaient exercé une pression sur les émeutiers, car les émeutes sont nuisibles au trafic de drogue, et donc les émeutes se seraient calmées suite à ce rappel à l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est excessif de penser que la paix civile est en partie tenue par les trafiquants, dans le sens où quand on parle d'une économie qui pèse plusieurs milliards d'euros, si l'État déclarait la guerre véritablement à ces trafiquants, peut-être si on pense à Trump qui invoque la garde nationale à Washington, ce genre d'exemple, dans ce cas, on serait vraiment dans une guerre de quartier en imaginant une riposte forte de la part de ces trafiquants. On l'a déjà. On l'a déjà. C'est pas. On ne dit. Enfin, on n'amoindrit pas le débat en disant que c'est le cas. Il y a un État dans l'État. Il y a une substitution de l'État régalien par un contre-ordre, un ordre contre-habituel, on va dire, par la loi des gangs, qui sont des commerçants, qui sont des businessmen. Alors oui, quand il y a des émeutes, quand il y a trop de policiers sur un secteur, ça gêne le trafic, bien évidemment. Mais ça gêne le trafic pas parce qu'il y a des policiers, hein. Ça gêne le trafic parce que les clients ne viennent plus. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ils n'ont pas peur de la police. Les trafiquants sont des businessmen. Voilà, ils ont ubérisé depuis longtemps le trafic. Donc c'est pour ça que quand vous voyez, ça je l'ai dit et répété, bon, on va le faire encore, des opérations XXL où on envoie des CRS surarmés avec des fusils d'assaut, on dirait des militaires carapassonnés, on se dit c'est la guerre, quoi. Mais ça les fait doucement rigoler. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça ne les dérange pas. Ce sont des gens qui ne sont pas des procéduriers. Il n'y a pas d'impact sur le trafic. Il y a un impact visuel pour l'opinion publique, pour les médias, pour rassurer très temporairement une population qui, elle, vit 11 mois de l'année sur 12 sous le contrôle des délinquants. Il y a des cités à Marseille où il y a des checkpoints. On vérifie que vous habitez bien la résidence, la cité, plutôt avant de vous laisser entrer. Il y a un contrôle vraiment de l'espace
par les trafiquants. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi intérêt pour l'État, je me fais accusatoire là, à ce que finalement, ces territoires-là, où il y a quand même des gens qui travaillent, il ne faut pas non plus l'oublier, ça, il y a des gens normaux dans ces cités, mais ça arrange quand même l'État de ne pas prendre en charge cette partie qui est assez substantielle de la population, qui finalement s'autogère. Et il y a un fonds de roulement, il y a de l'argent. On n'a plus finalement à autant subventionner ces populations, puisque le trafic est là pour compenser l'absence d'investissement de l'État. Et on le voit aussi lorsque certains gangs locaux organisent des petites fêtes locales, des petits parcs d'attractions pour les gamins, rendent des services. Et en fait, ils mettent en place un service de société parallèle à ce que l'État ne remplit plus, tout simplement. Il y a retrait du régalien, abandon du régalien, substitution par les gangs qui ont beaucoup d'argent. Il faut savoir que l'argent du trafic est calculé dans les calculs de PIB par territoire. Trafic de sucre, mais aussi prostitution. Il faut le savoir. C'est pour ça que la Seine-Saint-Denis n'est pas considérée comme un département pauvre. Puisqu'il y a énormément de trafic. Donc vous voyez, il y a une hypocrisie totale sur le discours. Si on fait l'économie de cette analyse, on passe à côté du sujet. Et quels que soient les discours de Nunez, de Retailleau, de Darmanin, qui était quand même un menteur de classe internationale, on gardera en mémoire quand même ces discours suite à la finale de la Coupe d'Europe, voilà, en parlant des supporters anglais, ça fait rire la terre entière, quoi. Mais il n'y a pas que ça, on est ridicule à tous les niveaux, au niveau sécuritaire. Le Louvre, la vaisselle de l'Élysée, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Mais si vraiment on pose à plat le problème du trafic de stupes dans notre pays, c'est un constat qui est au-delà du constat d'échec. Parce qu'il y a une volonté. C'est pas un échec parce qu'on a mis les moyens pour lutter contre ça, mais c'est parce que tout simplement on ne lutte pas contre ça. Et on ne lutte pas contre ça parce que, un, on n'en a pas les moyens, et deux, finalement, quelque part, ça nous arrange. Cette manne financière qui est colossale en argent, en cash, permet d'être réinvestie partout, dans une économie parallèle, dans les produits de luxe, y compris dans les élections. Il y a des villes où on ne peut pas être élu si on n'a pas le soutien des caïds. Enfin, faut arrêter d'être angélique. C'est ça que je dis, c'est ça que j'explique. Je ne défends pas de cause, là. Moi, je fais juste un bilan d'une société qui s'effondre, et qui s'effondre parce qu'on a à la tête de notre pays des guignols, tout simplement, des gens d'une incompétence crasse. Et la foi, alors, ce serait presque rassurant quand je dis ça. Sauf qu'ils ne sont pas tous incompétents, et qu'ils ont conscience de ce qui est en train de se passer. Que justement, on a lâché la partie. Et on ne maîtrise pas ce phénomène du trafic. Quand on vous dit, on va faire intervenir l'armée dans les cités. Ouais, pour faire quoi? On a déjà l'armée qui est dans les cités avec le plan Sentinelle, antiterroriste. Qu'est-ce que ça a servi à quoi au moment du Bataclan? Ils n'ont pas osé tirer, ils n'avaient pas reçu l'ordre de tirer sur des terroristes armés qui tuaient des gens. Alors imaginez face à des trafiquants de drogue, ils feraient quoi? Qu'on m'explique. Si c'est juste pour faire patrouiller des types en uniforme dans les cités, qui d'ailleurs, bien souvent, dont ils sont issus. Parce qu'il faut regarder les soldats qui sont dans les patrouilles. Vous m'accorderez, de la même façon qu'on peut faire le même comparatif avec les patrouilles de police. Ce sont des gens qui viennent des quartiers, qui viennent de la diversité, comme on dit. Ils vont tirer contre des trafiquants, alors qu'on est en paix, alors qu'il n'y a pas de guerre civile, alors qu'ils ne sont pas là pour leur tirer dessus. Qu'on m'explique quelle est la capacité judiciaire à un militaire de lutter contre le trafic. Alors ils vont faire quoi? Ils vont tuer des trafiquants? Enfin, ça me fait doucement rigoler. C'est plutôt les trafiquants qui tuent les gens qui les gênent. Aujourd'hui, c'est ça le constat. C'est eux qui tirent. Je ne vois pas, je ne vois pas en France comment on pourrait justifier le déploiement de forces armées, ou en tout cas très militarisées, dans les quartiers. Et puis quel quartier? Quel quartier? Quand Valls était ministre de l'Intérieur, il avait déployé son fameux plan ZSP, zone à sécurité prioritaire. Ça concernait le quart nord-est de Paris, 18, 19, 20. On a mis le paquet sur ces 3 arrondissements. Ils ont fait quoi, les dealers? Ils sont allés dealer sur le 16e, en scooter. Donc tout le monde s'est décalé, tout le monde s'est déplacé. Acheteurs, vendeurs, revendeurs, petits trafiquants. Donc tout ça, c'est de l'affichage. C'est surtout un aveu d'échec total. Total. Parce que nous n'avons pas les moyens de lutter contre ça. Pour tout ce que je viens de vous dire, effondrement du psychisme, dépression profonde, et à l'international, j'insiste, il n'y a pas un jour, il suffit de regarder les informations, vous êtes bien placé pour le savoir, où on ne nous parle pas. Alors on va chercher les guerres là où avant on s'intéressait aux guerres qui étaient des guerres de proximité. On a focalisé sur l'Ukraine pendant plus de 2 ans. Là maintenant, après on a eu le Moyen-Orient. Et puis là maintenant il y a l'Amérique du Sud.
Et puis vous allez voir que très bientôt, on va aller se déplacer encore plus à l'est, vers l'Asie. Il faut tout le temps focaliser l'opinion publique, les gens qui sont scotchés devant leur écran de télé, vers quelque chose d'anxiogène. C'est permanent, permanent. On a un nouveau variant de grippe, bingo, on repart là-dessus. Et c'est un rouleau compresseur. En fait, on crée le mal, on crée notre propre mal en provoquant cette désespérance quand on discute avec des gens. Il m'est arrivé souvent de discuter avec dans la rue, même des voisins ou autres. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? On risque d'avoir la guerre, tout ça. J'ai dit, oh, vous êtes sûr? Réfléchissez bien avant de dire ça. On va tous mourir, oui, mais ça c'est sûr, on va tous mourir. Ça m'emmerde un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc cette forme de discours anxiogène qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, attention, hein, c'est vieux comme le monde ça. Hein. Maîtriser la masse par la peur. On est en plein dedans. Mais aujourd'hui, on a les stupes. Donc ça compense un peu. Et tout le monde ne peut pas se payer un psychiatre. Ça coûte cher. Ça coûte beaucoup moins cher d'acheter une barrette de chiffres. Ou de sniffer de la coke. Ah oui, les prix ont chuté, les prix se sont effondrés. 40 € le gramme de coke. On n'a jamais vu ça. Et ça n'est plus limité à des milieux très ciblés comme le monde artistique, le monde philosophico-littéraire. C'est généralisé à tous les milieux. Et les politiciens sont très mal placés pour nous faire la morale, vous me l'accorderez. On a quand même des députés, des sénateurs qui utilisent des drogues synthétiques pour abuser sexuellement d'autres parlementaires. Enfin, on vit dans un monde de fous, quoi. Et ces gens-là vous expliquent que c'est vous qui... C'est pas bien. Et Macron nous fait des discours en disant qu'il en a ras-le-bol de voir des petits bourgeois acheter des barrettes de shit. Alors là, il m'épate. Là, il m'épate. Il en a ras-le-bol. Ah, c'est bien. Par contre, le sénateur qui est de son parti ou le député qui est de son parti qui se fait choper, qui se fait toper parce qu'il sniffe de la coke ou qu'il a essayé de droguer une assistante parlementaire, non, ça, il n'en a pas ras-le-bol, quoi. Moi, j'aurais aimé, c'est un vœu pieux que je fais. Hein. Vous pouvez l'enregistrer, j'assume. C'est qu'il y ait une opération XXL à l'Assemblée nationale. Et je rêverais de voir des chiens renifleurs dans les travées de l'Assemblée nationale. Ça aurait de la gueule, non? Hein, en train de renifler dans les banquettes pour aller chercher du shit ou de la coke. Moi, je trouve que ce serait pas mal. Merci beaucoup, Jean-Pierre Comingues. Merci à vous.